Bonjour et bienvenue sur tv-azur.com, la télévision sur Internet du golfe de Saint-Tropez que vous connaissez. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission que vous connaissez bien maintenant, Mon chien, virgule, mode d'emploi. La virgule est très importante. Alors, pour cette nouvelle émission, eh bien, ce soir, naturellement, avec nous, notre ami Vincent, qui va nous parler de plein de choses. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais nous avons un invité vedette, si je puis dire, n'est-ce pas, Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, Vincent va vous le présenter, mais sachez qu'il est président de l'association canine territoriale Midi-Côte d'Azur et qu'il est aussi juge. Aïe, aïe, aïe. Non, non, pas au tribunal, rassurez-vous, ce n'est pas du tout le cas. N'oubliez pas, chers amis internautes, téléspectateurs, que vous avez le chat sur TV Azur pour ceux qui y arrivent. Salut Véro, tu vas y arriver. Il y a un chat. Ce chat est très simple, il est en dessous sur TV Azur. Vous avez deux petits rectangles blancs. Vous avez votre pseudo et votre question. Vous mettez un pseudo, vous mettez votre prénom, et puis vous posez votre question. Et que ce soit Jean-Jacques ou que ce soit Vincent, ils se feront un plaisir tous les deux de répondre à cette question. Je vous rappelle que TV Azur est également en direct sur www.micromax.tv et également en direct sur lagazetteduvar.fr. Voilà, j'ai tout dit. Vincent, non. Bonsoir. Non. Non, j'ai pas dit bonsoir. Non, bonsoir. On a oublié la page Facebook. La page Facebook, tu as raison. Bien sûr. Tu as raison, il y a la page Facebook, évidemment. Salut, internaute facebookien. Eh oui, on est maintenant, c'est vrai que ça fait 2-3 émissions maintenant qu'on est en direct, tu as raison, Vincent. On est en direct sur Facebook et ça cartonne. Cette fois-ci, j'ai tout. Ça va, Vincent? Oui, ça va bien, ça va d'autant mieux que j'ai cru savoir que la dernière émission a fait l'objet d'un nombre de vues absolument colossal. Hein. Oui, c'est vrai. Et je pense que tu vas nous rappeler combien d'ailleurs. On a dépassé les 3000. Alors, tout est pour tout, parce qu'il y a la page Facebook et il y a également le YouTube, hein, puisque cette émission est archivée sur TV Azur et sur YouTube. Donc ça fait pas mal de supports, mais c'est vrai qu'on a dépassé les 3000 et c'est vrai qu'on est très, très content. Alors Jean-Jacques n'est pas encore au courant de tout ça, donc c'est sa première. Eh bien, nous allons tu vas nous présenter Jean-Jacques. Hein. J'ai dit qui il était et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus quand même. Eh bien, Jean-Jacques Basso, d'abord, bonsoir, Jean-Jacques. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci au nom de tous les auditeurs dont je suis convaincu qu'ils seront très nombreux ce soir, car beaucoup sont désireux d'informations dans ce sujet qui concerne les expositions canines. Je voudrais avant tout, chers amis internautes, vous rappeler en 2-3 mots le cursus de notre ami canin Jean-Jacques Mambelli. Jean-Jacques a commencé, comme beaucoup d'entre nous, ce parcours canin par l'assouvissement de sa passion au travers d'un club d'éducation canine. Il faut savoir, et très peu le savent, que Jean-Jacques a pratiqué du ring, hein, il a fait de l'obéissance, il a même fait de l'agilité à une certaine époque, et il est entre autres toujours juge d'agilité. Et depuis, bien entendu, sa progression a été non seulement extrêmement importante, mais extrêmement gratifiante pour beaucoup de cynophiles de la Midi-Côte d'Azur. Il est actuellement président de l'association canine territoriale, donc Midi-Côte d'Azur, mais il est également membre du comité de la société du chien de berger allemand, il est juge de la société centrale canine, et il est bien entendu et avant tout, un cynophile complet, converti et confirmé. Si amoureux des chiens, tu veux dire. Plus qu'amoureux à ce stade-là, ça frise pratiquement le masochisme quand on sait quelle est l'importance de cette mission, le travail que ça nécessite. Et je vous passerai sur les gains absolument colossaux qu'il a accumulés depuis certaines années. On a fait mais qu'est-ce qu'il a comme chien, Jean-Jacques? Tout le monde aura compris le côté ironique. Non, ça me permet, chaque fois que l'occasion m'en est donnée, de préciser que tout ce monde associatif qui travaille pour l'intégration du chien dans la société, pour son bien-être, eh bien, ce sont des bénévoles. Et que tout le monde le sache, qu'il s'agisse de juges, qu'il s'agisse de présidents de société canine, qu'il s'agisse de présidents de club, personne n'est salarié dans ce monde. Hein. Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter l'eau propre sur les professionnels du monde canin, ça n'a rien à voir. Mais il y a Dieu merci, tout le milieu associatif qui permet justement aux gens qui ne sont pas très assentés de pouvoir vivre de la façon la plus complète et la plus sereine avec leur chien et de pouvoir l'intégrer, comme c'est l'objet et le but de chacun,
à la société qui est la nôtre aujourd'hui. Bien. Donc, Jean-Jacques, merci encore une fois d'être présent. Merci. Pas de quoi, c'est un plaisir. Voilà. Donc, pour répondre à ta question concernant le chien, j'ai plus de chien. Ah. J'avais un vieux berger allemand qui est mort il y a environ 2 ans. Aïe. Mais j'ai toujours eu des bergers allemands, bien sûr. C'est une race qui m'a suivi toute ma vie et que j'apprécie beaucoup. Toujours, même si je n'en ai plus à la maison. C'est vrai qu'en jugeant souvent, on n'a pas toujours la possibilité de s'occuper comme on voudrait de son chien. C'est ça, c'est vrai, exact. Alors, là, bon, ce soir, moi, je ne suis pas là en tant qu'éleveur ou propriétaire de chiens, je suis là en tant que président de Canine et donc organisateur de manifestations. Alors, je répondrai aux questions qui me seront posées, mais déjà, en quelques mots, donc, les expositions canines, c'est un peu le deuxième volet de la sélection après le travail, avec le travail, pas après, en même temps que le travail. La Société centrale canine donc, a des représentants au niveau territorial, local. Nous, c'est toute la région PACA, les 6 départements. Et donc, nous organisons des expositions canines et des séances de confirmation. On gère aussi les 75 clubs affiliés à la Midi-Côte d'Azur, ce qui n'est pas non plus un mince travail. Alors, les expositions, c'est un peu, on va dire, les chiens viennent pour se faire un palmarès. Ça peut... et avoir des titres champions, en allant dans plusieurs pays, avec des juges différents. Au bout du compte, un chien peut être champion international ou national, comme en travail. Après, ce chien qui a donc un palmarès important, évidemment, a des chances de marquer l'élevage, et parce qu'il va être utilisé par des propriétaires de femelles, parce qu'on va garder ses enfants, on va essayer de trouver parmi tous ces produits des reproducteurs intéressants. Alors, l'élevage, c'est jamais garanti à tous les coups, mais il faut travailler. Il y a beaucoup d'éleveurs qui travaillent à ça. Ça, c'est pour les expositions. Donc, la prochaine exposition, il faut le dire, je crois, je suis aussi... On va commencer par ça, je crois que c'est Cavalère. Ça aura lieu à Cavalère, au mois de janvier, 18 et 19 janvier. D'accord. Donc, vous trouvez la feuille sur le site de TV Azur. Sur le site de TV Azur, vous trouverez la feuille d'engagement. Vous pourrez la télécharger et la remplir et vous préparer. Il y a des races qui sont présentées un jour et qui sont jugées un jour. C'est 2 jours. C'est 2 jours, avec des races différentes. Pourquoi ce mot, pour moi, une exposition... Quand on fait une exposition de voitures, c'est qu'on expose ces voitures. Mais est-ce que, dans ce mot exposition, est-ce qu'on expose des chiens pour le public aussi? Oui. Alors, on expose des chiens pour le public parce que d'abord, il y a 350 races de chiens reconnus en France. Donc, on ne les voit pas toutes dans nos expositions, mais on en voit 250 à peu près en moyenne. Et il est évident que beaucoup de particuliers, tout le monde connaît le boxer, le berger allemand, le caniche, mais tout le monde ne connaît pas certaines races qui sont nouvellement reconnus ou qui sont reconnus depuis pas très longtemps, qui sont peu diffusés. Donc c'est l'occasion de voir des races relativement rares, comme le berger américain miniature, comme le caniche particolore, enfin le chien à poil frisé particolore, c'est pas un vrai caniche, soi-disant, et etc., etc. Donc c'est vrai que le public peut découvrir des choses. Et puis un public un peu plus averti peut découvrir aussi de beaux sujets d'une race qui les intéressent, pour des accouplements éventuellement, ou pour éventuellement trouver plus tard un éleveur. Il est bien évident que sur place, on ne vend rien. Ce n'est pas une vente de chiens, c'est pour ça que ça s'appelle exposition. Et nous ne faisons pas de foire aux chiens. Il y a des organisateurs de foire aux chiens, mais dans le giron de la cynophilie officielle, donc qui est chapeauté par la Société centrale canine en France, qui est reconnue d'utilité publique par le ministère, on ne fait pas ça. Alors, la Société centrale canine gère aussi le livre des origines françaises, c'est-à-dire que tous les chiens de race reconnue doivent être répertoriés à un livre qui est dans le LOF. Et pour cela, c'est le deuxième volet de notre action, on va dire, morphologique. Ce sont les confirmations. Un chien né avec un certificat de naissance, enfin, un chien qui est issu de parents inscrits au LOF et confirmé. Il naît avec un certificat de naissance. Ce certificat de naissance résulte d'une démarche de l'éleveur qui fait une déclaration de saillie, puis une déclaration de naissance et une inscription au LOF. Une fois qu'il a ce papier de certificat de naissance, qui est de couleur bleue aujourd'hui, demain je ne sais pas la couleur qui sera, il va soit en exposition, soit dans une séance de confirmation. Il y en aura à Cavalère aussi le matin avant l'exposition. D'accord. Confirmation, ça veut dire quoi? Confirmer qu'il est bien dans voilà, confirmer, oui, c'est ça. En fait, le jugement n'est pas aussi pointu qu'en exposition,
mais le juge doit s'assurer que le chien correspond aux critères de la race. Il ne doit pas faire 1 mètre de haut si c'est un petit chien, et il ne doit pas être agressif, il ne doit pas être trop craintif non plus. Donc il faut qu'il ait à peu près ses dents. Je veux dire, il y a un certain nombre de critères qui... chaque race de chien est définie par un texte qui s'appelle le standard de la race. Et le juge connaît ces standards et donc les applique avec, on va dire, plus de sévérité en exposition, puisqu'il faut un premier et un deuxième, puis un troisième. Alors qu'en confirmation, il n'y a pas de classement, mais on s'assure par le biais de la confirmation que le chien reste dans le niveau moyen de la race. Alors j'aimerais, à ce moment de notre entretien, Jean-Jacques, j'aimerais te poser une question. Est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce que j'ai raison de dire que tout le travail qui est fait dans le cadre des expositions canines entre dans le cadre de la sélection des races de chiens? Je pense que l'apport qui est fait joue un rôle extrêmement important, puisque, si je résume ce que tu as dit, en définitive, cela va permettre aussi, en même temps, d'éliminer de la reproduction et des chiens qui seraient sélectionnés éventuellement pour la reproduction, des sujets qui, soit morphologiquement, soit caractériellement, ne présentent pas toutes les qualités requises et demandées par le club de race. C'est exactement cela. C'est vrai que la confirmation est un examen, on va dire, un peu d'écrémage, qui fait que les sujets trop différents de ce qu'ils devraient être par rapport au standard, ou qui ont des caractéristiques caractérielles trop... pas assez bonnes, pas assez normales, sont éliminés. On peut avoir aussi éliminé des chiens qui ont des manques de dents ou des positions de dents prognates ou inférieures ou supérieures, excessives, qui sont éliminés. Un mâle qui n'a pas ses testicules est éliminé aussi, etc. etc. Alors, dans certaines races, oui, il y a les ergots. Alors, là, il faut se méfier. Dans certaines races, les ergots sont demandés, dans d'autres, ils sont défendus. Donc il faut se rapporter donc, à ce que je disais, le standard de la race. Vous trouvez, si vous vous intéressez aux chiens, vous trouvez sur le site de la SCC, Société Centrale Canine, vous trouvez tous les standards de la race. Donc vous avez un menu, bien sûr, et dedans vous tapez race de chien, et en tapant le nom de la race qui vous intéresse, vous avez le standard qui est téléchargeable et que vous pouvez consulter. D'accord, d'accord. Alors, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Quels sont les critères de participation à ces expositions? Notamment, par exemple, l'âge. Est-ce qu'il y a un âge requis? Alors, pour les expositions, bon, évidemment, la démarche est volontaire, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas venir à l'exposition, il n'est pas obligé. Par contre, c'est vrai que beaucoup de gens viennent avec grand plaisir dans les expositions. En ce qui concerne l'âge requis, il va de très jeune dans les classes baby, pupi, junior, puis jeune, jusqu'à vétéran. Et donc, on peut avoir des plaisirs à partir de quelques mois jusqu'à des âges avancés. Vous trouverez le détail de ces âges justement sur la feuille de Cavalère. Vous trouverez ces âges en page 2, qui est le règlement de l'exposition, mais vous les trouverez aussi sur le site dont je vous ai parlé, de la Société Centrale Canine. Vous les trouverez maintenant la feuille sur le site de TV Azur, sur le site de la Midi-Côte d'Azur, scmca.com. Et là, vous aurez le détail, puisque ces âges pour les expositions sont les mêmes en France. Par contre, pour la confirmation, voilà, ces âges diffèrent. Donc vous avez quelques races de tout petits chiens qui peuvent être confirmés à partir de 10 mois. La grande majorité, c'est 12 mois, 1 an. On va dire c'est simple. Et puis pour les grands chiens, du genre berger allemand, etc., c'est 15 mois. D'accord. Rottweiler, berger allemand, c'est 15 mois. Donc vous avez... Faites attention, mais évidemment, c'est écrit aussi dans les documents que vous pouvez trouver sur nos sites, y compris sur les documents qui concernent la confirmation proprement dite, puisque vous avez des formulaires de demande de confirmation que vous pouvez télécharger sur le site de la SCC. D'accord. Voilà. Alors, et là, il y a toutes les tranches d'âge. Justement, il y a 2 ans, on a fait un reportage à Cavalère. On va envoyer les images, on va regarder les images, mais on peut continuer à parler, on va continuer à parler. Sûr, hein. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voudrais dire que j'aimerais bien qu'il y ait un distinguo qui soit bien fait pour nos internautes, qui ne sont pas, pour la plupart, quand même, des spécialistes, qui sont plutôt des profanes dans ce domaine. Donc, Jean-Jacques, je te demande de m'arrêter. Si et comme nos relations... Jean-Jacques, la différence notamment, que n'est pas très claire encore dans l'esprit de tout le monde, c'est cette différence qu'il y a entre le certificat de naissance et le pédigré. Le certificat de naissance est le garant que ce chien
qui en est possesseur est le produit d'un père et d'une mère qui étaient en possession d'un pédigré, donc qui avaient subi eux-mêmes une confirmation. Oui. Et ce jeune chien qui a son certificat de naissance ne pourra à son tour être reproducteur qu'à partir du moment où il aura un pédigré, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il aura satisfait au jugement d'un juge qui le confirmera dans le standard de sa race. C'est ça. Voilà, là on le voit sur les images. C'est bien ça. On voit des images en arrière-plan aussi. Oui. On voit au gymnase de Cavalère, donc les gens qui font la queue, et voilà, on voit Voilà. Ça, c'était la confirmation, ça, ou pas? Je ne sais pas. En tous les cas, on voit le juge en action, là, Ouais. qui est d'ailleurs un juge italien, M. Tabot, qui juge les ce qu'on appelle les petits staffs, les staffis. Voilà, c'est une race qui a beaucoup progressé en termes numériques. Ouais. Et c'est vrai que dans le troisième groupe, là, on me voit, moi. Ouais, voilà, on voit votre interview. Une race qui a beaucoup progressé dans le troisième groupe et qui, aujourd'hui, est sûrement la race la plus nombreuse du troisième groupe. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, dis donc, après, on connaît toutes les statistiques. Hein. Les races les plus nombreuses, c'est les bergers belges. oui. D'accord. Et les Australiens, les bergers australiens. Ah, les bergers australiens aussi. Ouais. Les bergers allemands suivent en troisième position. Et puis après, on retrouve les rétrévers avec les labradors, les golden, etc. C'est les quatre races les plus nombreuses. Là, Jean-Jacques, je me permets. Et là, on a des whippets, là. C'est des lévriers de course. Ouais. Je me permets une petite aparté quant à une remarque que tu viens de faire et qui est, pour moi, qui est synonyme d'inquiétude. C'est cette montée en puissance absolument colossale du berger belge, notamment du malinois, puisque ce n'est pas le seul, ce n'est pas le seul dans la variété des bergers belges, que l'on voit notamment de plus en plus nombreux dans nos clubs, hein, et qui sont la propriété de gens qui ne sont pas toujours conscients de la particularité justement de cette race qui nécessite qu'on la fasse travailler. Faute de quoi, ça risque de poser des problèmes. Je pense que là, je ne sais pas si la Société canine régionale n'a pas justement un rôle d'information à faire dans ce domaine en prévenant les éventuels futurs propriétaires. On ne prend pas n'importe quelle race pour faire n'importe quoi. C'est pas aussi simple que ça. C'est sûr que la progression du berger belge, notamment du malinois, comme tu dis, vient essentiellement de ses aptitudes au travail. Oui. Donc je crois qu'effectivement, il faut penser que quand on prend un chien qui a des aptitudes de travail, berger belge, berger allemand, etc., il faut les faire travailler. C'est-à-dire que de toute façon, tous les chiens s'éduquent. Et dans les clubs canins, dans les 75 clubs canins dont je parlais, et il y en a un à Grimaud d'ailleurs, qu'on connaît bien, que vous connaissez bien, dans ces clubs canins, il y a une grande part qui est consacrée à l'éducation. Il y a la compétition aussi, bien sûr, pour les chevronnés et les chiens qui peuvent faire de la compétition, mais il y a aussi une grande partie d'éducation, parce que c'est vrai que d'avoir un chien obéissant qui ne va pas chercher garouille avec l'autre chien, le premier chien qui passe, qui ne va pas virer les poubelles, qui ne va pas faire ses besoins partout, ça aide quand même à avoir cette tranquillité. De vivre, tranquillité pour bien vivre dans la société. Il faut rappeler aussi, alors là je quitte un peu le berger belge, mais il faut rappeler qu'il y a un certain nombre de races en France qui sont dites en catégorie 2. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie 1, on n'a pas de chien de catégorie 1 dans les expositions ni en confirmation, il n'y en a pas. C'est parce que c'est interdit ou parce qu'il n'y en a pas? Alors, il ne devrait plus y en avoir en France. Voilà, c'est des chiens. Oui, c'est ça. Donc nous, on ne va pas aller contre la loi. Donc c'est des chiens qui devraient être stérilisés. Donc normalement, très vite, en deuxième génération, il ne devrait plus y en avoir. Il s'avère qu'il y en a encore. Ça veut dire qu'il y a des importations un petit peu qui sortent des règles classiques qui se font. Mais donc nous, on ne confirme pas, ni on n'expose pas ces chiens. Par contre, il y a des chiens qui sont en catégorie 2. Donc, c'est des chiens pour qui il y a des règles. Ça, vous trouvez aussi ces règles-là dans le site de la Centrale Canine, et puis les sites aussi qui sont associés. Mais bon, la Centrale Canine, c'est une bonne référence. Donc, c'est le port de muselière, c'est l'âge du gars qui le détient, ou de la fille, c'est pareil. C'est l'âge, c'est une assurance, c'est une déclaration en mairie, etc., etc. Et donc, ceux-là, on les prend. Mais évidemment, les juges sont encore plus vigilants sur ces chiens-là, sur ces races de chiens-là, parce qu'on sait qu'il y a ce regard qui est porté là-dessus. Donc, si un chien est agressif ou trop craintif, systématiquement, il est éliminé. Ces chiens-là doivent
aussi obligatoirement passer le contrôle vétérinaire. Bah, alors, oui, non, justement, j'en reviens justement à ce non-sens, à cette contradiction totale, Jean-Jacques. Et là, peut-être, j'oserais te demander d'interpeller un jour nos dirigeants de la SCC sur ce point précis que je vais te développer. C'est quoi un chien de première catégorie? Un chien de première catégorie, ça peut être simplement un beau boxer qui va saillir une femelle labrador. Oui, ça peut être un et bâtard, morphologiquement, ce chien va présenter toutes les caractéristiques définies par le législateur pour être classé en première catégorie. Donc c'est une utopie de dire qu'il ne doit plus y en avoir. C'est certain que les chiens de première ou deuxième catégorie ne peuvent pas reproduire, donc il n'y aura plus Deuxième, ils peuvent. Mais par contre, un chien de première catégorie n'est pas forcément un pitbull ou un boerbull. Ça peut être le croisement de deux races qui vont justement génétiquement présenter des caractéristiques morphologiques telles qu'elles sont définies par la loi. Et à ce moment-là, il est classé en première catégorie. C'est sûr qu'on peut discuter des lois, bien sûr. C'est vrai que cette loi, c'est un peu une loi qui est faite au faciès. Et c'est vrai qu'il y a dans cette catégorie-là les pitbulls, qui est la race la plus connue. Mais en fait, c'est même pas une race d'ailleurs. Et après, effectivement, il peut y avoir des bâtards. Alors, ces croisements, ces corneaux ou bâtards, comme vous voulez, c'est pas ni nous, ni les pouvoirs publics qui les qualifient comme ça. C'est les vétos. C'est-à-dire que, comme les gens vont, et c'est bien, moi je suis un vétérinaire pour faire identifier le chien, ça on l'a pas encore dit, il faut qu'en France, tous les chiens doivent être identifiés, l'off ou non l'off. C'est pas encore tout à fait le cas, mais ça progresse beaucoup quand même. Hein. On est parti de loin et aujourd'hui ça va mieux. Et donc à ce moment-là, le véto, il fait un carnet de santé et dessus il écrit une race. Et cette race, quelquefois, peut être effectivement celle qui conduit à la première catégorie. Alors là aussi, il faut savoir, puisque dans mes attributions, comme tu le sais, justement, je fais des formations dans ce domaine, et donc le législateur est très précis. Effectivement, un vétérinaire a le droit, pour ne pas dire le devoir, mais il a surtout le droit de mentionner la race d'un chien. Sauf que, il ne faut pas oublier qu'un vétérinaire est là aussi, non pas pour embêter ses clients, et que quand on lui présente un chiot de 3 mois, en toute bonne foi, il peut parfaitement mettre... Et puis des choses s'avèrent. Il faut savoir qu'en France, sur le plan légal, seuls des experts, il n'y en a que 3, il n'y en a pas beaucoup, sont habilités si jamais il y a un problème. Ça c'est authentique, hein, je l'affirme. Hein. Seuls des experts désignés par un tribunal vont devoir affirmer ou infirmer que ce chien est un chien catégorisé ou pas. Bien sûr, ça arrive quand? Ça arrive simplement quand il y a un accident. Bien sûr. Après l'expert, il va avoir un rôle d'expert, mais enfin, c'est quand même le juge in fine qui tranchera. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour les chiens de certaines catégories, qui sont catégorisés, ils sont soumis à des protocoles d'évaluation ainsi que leur maître. Par exemple, quelqu'un qui a un Rottweiler, il ne se balade pas comme ça. Il faut qu'il fasse examiner son chien. Donc le vétérinaire psychologue, mais là encore, ce n'est pas moi qui les nomme, hein, c'est la profession qui les nomme. Hein. Donc nous, on n'a pas de droit de regard là-dessus. Va dire ce chien, il est dangereux ou il n'est pas dangereux, premièrement. Et puis après, les maîtres, si on ne souhaite pas, on a très souvent dit, et souvent à raison, que le maître ressemble au chien ou que le chien ressemble au maître, comme vous voulez. Mimétisme. Et donc, il peut y avoir des maîtres qui sont un peu compliqués à gérer et qui vont transmettre à leur chien ce caractère. Et ce qui fait que les tests, les évaluations, exactement, portent sur les deux. Sur le binôme, tout à fait. Sur le binôme, c'est ce qu'on appelle l'évaluation comportementale, donc qui est imposée pour tous les chiens de première et deuxième catégorie, et qui effectivement peut être, comme tu viens de le préciser, d'un des 4 niveaux qui sont prévus par la loi, mais effectivement l'évaluateur, qui ne peut être, de toute façon cette évaluation, il est important de le préciser, ne peut être attestée que par un vétérinaire. Oui, et qui en plus a la qualité de comportementaliste. Par contre, tous les vétérinaires n'étant pas comportementalistes, il faut aussi le préciser, et bien certains d'entre eux font appel à un comportementaliste professionnel. Pourquoi? Parce que d'abord le vétérinaire doit avant de définir le comportement d'un chien et le classement dans une des 4 catégories, des 4 niveaux, il doit d'abord définir si physiquement il est en bon état de santé. Parce qu'on peut avoir chez un chien une réaction que l'on va interpréter comme négative alors qu'il a mal quelque part. Donc ça c'est seul le vétérinaire peut le faire. Par contre, ensuite le comportementaliste joue son rôle. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que dans ce cas précis, le vétérinaire, s'il n'a pas fait
d'études ou s'il ne connaît pas le comportement, c'est pas ce qu'on leur demande à l'école de toute façon, eh bien il se fait entourer de ce qu'on appelle un sapiteur, qui en principe est un comportementaliste, mais c'est toujours, et il faut bien le redire, sous la responsabilité seule du vétérinaire, car lui seul est habilité à signer. C'est l'homme de l'art, donc nous on respecte son diagnostic. Mais on est bien d'accord. Jean-Jacques. Sans problème, on sait que c'est pas forcément parfait, mais ça va dans le bon sens. Jean-Jacques, le chat marche bien puisque j'ai une question. Oui. J'ai une question de Mumu. Bonsoir, Mumu. Bonsoir. Et merci de regarder cette émission. Alors, elle s'adresse à Jean-Jacques. Hein. À quel âge peut-on faire confirmer un chien? Donc, à partir de quel âge? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, bon, il y a 3 tranches d'âge. Pour les tout petits chiens, genre épagnol papillon ou épagnol phalène, 10 mois. Mais ça concerne 2 ou 3 races, très peu. La grosse majorité des races, genre chien de chasse ou chien de compagnie, c'est 12 mois, 1 an. Il faut attendre 1 an. Voilà. Okay. Et donc, il faut attendre 1 an. Et puis, pour les grands chiens, du type berger allemand, comme j'ai dit, mais les autres grands chiens aussi, genre Rottweiler, c'est 15 mois. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire confirmer avant cet âge-là. Le juge, normalement, ne peut pas signer le papier. Et il ne faut pas non plus faire reproduire avant cet âge-là, parce que sinon, même si tout est en règle par ailleurs, c'est-à-dire que les parents seraient inscrits au LOV mais pas encore confirmés, vous ne pourrez pas avoir les papiers parce qu'ils auraient sailli avant l'âge minimum. Ça ne serait pas validé. Évidemment, c'est surtout pour protéger un peu les chiennes que certains mettraient à la reproduction très, très jeune et trop tôt. Les chiens, c'est quand même pas des machines à faire des bébés pendant 10 ans. Et donc, c'est normal de faire des petits avec des chiens, mais il faut aussi savoir faire reproduire des chiens en bonne santé. Alors, justement, à quel âge, à partir de quel âge un chien est reproducteur? Après sa confirmation. Après sa confirmation. Ouais, il faut attendre l'âge de la confirmation. À partir de là, il peut reproduire. Okay. Et petit à petit, justement, la confirmation, on l'a fait qu'une fois dans sa vie. Mais les expositions, on peut y aller tous les dimanches si on veut. Hein, donc rendez-vous à Cavalère le 18 et 19 on en janvier. reparlera. Hein. Mais on peut y aller tous les dimanches si on veut. Et c'est à travers les expositions qu'on fait justement ce palmarès où il y a des chiens qui sont multi-champions et puis d'autres qui s'arrêtent à un certain niveau parce que le maître n'a pas la motivation suffisante pour aller plus loin. Mais c'est vrai que beaucoup de maîtres aiment bien vérifier si leur chien correspond bien au chien qu'ils avaient envie d'avoir, que dans la race. Après, l'essentiel avec un chien, c'est de l'aimer et qu'il vous aime. Hein, ça, c'est vraiment vivre avec un chien sympa dans la maison, c'est vachement bien. Ceci mène une question, justement, Jean-Jacques, puisque c'est une question qu'on m'a posée. Au niveau de la reproduction, est-ce qu'on sait donc que génétiquement, une chienne peut reproduire 2 fois par an? Est-ce que la Société centrale canine a un regard là-dessus pour éviter les abus? Oui. Ah ben, ce serait bien de... Non, alors, il y a une règle qui prévoit, grosso modo, 3 portées maximum par an. Par 2 ans. Par tranche de 2 ans, excusez-moi. Donc, il faut au moins une fois tous les 2 ans faire sauter une chaleur pour que la chienne, qui en principe en chaleur tous les 6 mois, et elle est défécondable qu'à ce moment-là, puisse au moins se reposer. Alors, il est bien évident qu'il y a des chiennes qui sont vachement bien soignées et qui sont en super état. C'est différent d'une chienne qui mange des copeaux et qui vit en plein soleil ou en plein froid, etc. quoi. Donc, je veux dire, les chiens, ils ne sont pas tous égaux non plus. Tu étais éleveur quand même de berger allemand pendant de nombreuses années. Tu recommanderais combien? Quelqu'un qui a envie de faire de l'élevage de façon sérieuse, hein, qui n'est pas à la pas du gain obligatoire, mais qui a envie d'en faire. Tu recommanderais quoi au niveau du rythme de la reproduction? Moi, je crois que oui 3 portées tous les 2 ans, c'est bien. Une portée par an, c'est peut-être un peu parce que vous savez, tous les chiens ne sont pas égaux, comme les humains. Vous avez des chiens et des chiennes qui sont très intéressantes en reproduction. Et vous n'en aurez peut-être pas 2 dans votre vie comme ça. Donc, ça veut dire aussi à un moment donné qu'il faut bien les soigner, ces chiens-là, parce que c'est un gros intérêt pour l'élevage. Mais vous pouvez aussi les utiliser, je pense que 3 portées sur tous les 2 ans, c'est correct comme chiffre. Après, pour un particulier, à mon avis, ça le freinera, parce que vous savez, avoir des bébés qui naissent à la maison, si vous n'avez pas les équipements qu'il faut, c'est quand même un peu une sinécure. Hein. Oui, bien sûr. Vous en reviendrez très vite, et donc après, vous laisserez ça à des gens mieux équipés, on va dire. J'ai une question, Jean-Jacques. D'avoir une portée dans sa vie ou 2, quoi. C'est bien. J'ai une question, Jean-Jacques. On n'a pas parlé du prix d'engagement.
ça coûte de l'argent, ça? Oui, alors tout coûte un peu d'argent. Oui. Alors quand on organise une manifestation, évidemment, il faut réserver le site, dans des endroits c'est sympathique. À Cavalère, nous sommes très bien reçus par la municipalité, on profite pour les remercier. Et il y a des endroits où, évidemment, on paye assez cher. Donc il y a des frais d'organisation qui sont liés aux locaux, qui sont liés aux juges. Alors les juges, comme disait Vincent, ils sont bénévoles, mais il y a un défraiement au kilomètre, un peu comme les arbitres au football. Hein. Et puis il faut les loger, les nourrir. Donc il y a des règles, on doit les accueillir dans des hôtels de niveau moyen, minimum 2 étoiles. Ah, bon. Non, mais on essaye quand c'est possible de faire 3 étoiles quand c'est possible, si on négocie un peu les prix. Mais bon, donc il y a des coûts. Et donc, en ce qui concerne les confirmations, les expositions, c'est plus compliqué parce que ça dépend du nombre de chiens. Mais les confirmations, il faut compter dans les 36 à 37 euros pour l'engagement. D'accord. Pour un chien. D'accord. Ça reste, c'est un tarif unique. Alors que les autres, si vous engagez 10 chiens, évidemment, il y a des tarifs dégressifs. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vu effectivement, au cours du reportage, il y a 2 ans, à Cavalère, j'ai vu des gens qui étaient visiblement des éleveurs ou autres, et qui avaient plusieurs chiens. Donc c'est l'engagement, la tarification n'est par animal. Elle est dégressive en fonction du nombre de chiens. À ce sujet-là, Jean-Jacques, est-ce que les gens qui sont membres, parce que la Société canine Côte d'Azur est donc une association qui comprend des membres, hein, est-ce qu'ils ont un tarif préférentiel? Ils ont un tarif préférentiel, très bonne question, mon cher Vincent. Donc oui, il y a un tarif préférentiel pour en exposition. Non. Alors on reste sur les engagements. Donc il y a un tarif préférentiel pour les engagements à l'exposition. Pour la confirmation, non. Je vous dis, c'est un tarif unique. Après, pour l'entrée à l'exposition, la carte de membre de la Midi Côte d'Azur donne un droit à l'entrée gratuite c'est important. Dans toutes les expositions. Mais à Cavalère, compte tenu des conditions exceptionnelles que nous font à la mairie, l'entrée, elle est gratuite pour tout le monde. Donc les visiteurs peuvent venir. Le seul hic, c'est qu'il ne faut pas venir avec un chien, parce que si vous venez avec un chien non inscrit à l'exposition, ça ne marche plus. Dans chaque exposition, il faut qu'on fasse une déclaration à la DDPP, Direction départementale des populations et de protection des populations, voilà, ça j'ai trouvé, ancienne direction sanitaire avec des services vétérinaires. Et donc on fait cette déclaration à la DDPP 83 pour ici, et il y a un vétérinaire qui a le mandat sanitaire qui est présent toute la journée et qui contrôle les chiens présents. Et donc, si vous êtes visiteur, venez avec votre chien. C'est pas possible parce qu'il n'est pas inscrit. Alors, en fait, cette règle, elle peut paraître un peu rébarbative, mais elle est correcte parce que, imaginons que demain démarre une épidémie de rage ou d'autres maladies à Cavalère. Eh bien, on sait tous les chiens qui étaient là grâce à ça. D'accord. S'il y a des chiens qui viennent sans être inscrits, évidemment, on ne le sait plus. Donc, c'est aussi une mesure de protection des populations, y compris des populations humaines, pour éviter que se déclenchent des manifestations, des épidémies et des trucs comme ça. Là, au moins, on sait qu'il y a et on contactera les gens qui sont susceptibles d'être concernés. Regardez tu as quasiment traité la question suivante que je voulais te poser, qui concerne le côté sanitaire, Jean-Jacques. Le côté sanitaire, dont tu as répondu partiellement, mais on m'a dit, moi, ces temps-ci, mais tu sais, moi, ce qui me gêne un petit peu dans les expositions, tu as des tas de chiens, tu as des cacas partout, et c'est pas très propre. Et moi, j'ai cru constater que quand même, dans chaque exposition, il y a du personnel quand même qui s'occupe de faire en sorte qu'on ne marche pas dans les déjections de chiens. Donc tu peux confirmer. Alors je confirme les deux. D'un point de vue sanitaire, pour compléter ce que j'avais commencé à dire, donc le vétérinaire qui est là et qui sera en l'occurrence à Cavalère une vétérinaire, a la possibilité de refuser l'accès à un chien qui sera en mauvaise santé. Imaginons un chien qui soit avec de la gale sur tout le corps. Ouais, c'est très contagieux en plus. Donc elle peut lui dire non, vous ne rentrez pas. C'est dans ses attributions. Ça, c'est la première chose. Et après, pour les déjections canines, c'est vrai qu'évidemment, un chien fait ses besoins. Mais s'il n'empêche que très souvent, et de plus en plus, les maîtres ramassent, et on met à leur disposition d'ailleurs des petits sacs à crottes qui font que les chiens, que les maîtres ramassent et mettent dans des poubelles destinées à cet usage. C'est par exemple un sac comme ça, c'est aussi simple. On en met un dans chaque catalogue. Et donc le maître
ramasse avec sa main. On en met un dans chaque catalogue. Voilà. On a quand même le souci quand même qui anime les organisateurs. Et en plus, moi j'ai vu dernièrement à Cavalère des personnes qui passaient. Et en plus, on a notre propre service de nettoiement, Voilà. parce que, et évidemment, tout le monde n'est pas aussi, joue pas le jeu aussi bien, mais je vous le dis, beaucoup le font. Et en plus, eh bien, évidemment, il faut laisser la halle propre, puisque la ville la met à notre disposition. Donc on nettoie ce que les gens n'auraient pas nettoyé. Ok. Messieurs, avant de passer à la suite, et je pense que tu as encore quelques questions, on va faire une courte pause de pub. Elle est courte, hein. Il faut bien vivre. Bien entendu. D'ailleurs, on peut inviter tous ceux qui nous regardent, y compris toutes les entreprises. Pardonne-moi de parler à ta place, mais je trouve, Marc, pour tous ceux qui aiment le chien, qui aiment les chiens, ou le chien en règle générale, et qui trouvent plaisir à regarder cette émission, eh ben, ils peuvent nous soutenir. Hein. Ils peuvent nous soutenir par le biais d'une publicité qu'on pourrait faire pendant l'émission, et d'ailleurs permanente. Il suffit pour ça d'appeler TV Azur ou d'aller sur le site de TV Azur pour savoir quels sont les tarifs, bien entendu. Mais moi, j'invite tout le monde, effectivement, il y a tellement de gens qui aiment les animaux aujourd'hui que ce genre de mission, je pense, est intéressant, pour ne pas dire indispensable. Bah écoute, donc il faut nous aider. Je pense. C'est vrai, il faut nous aider. Alors, merci à notre sponsor de ce soir. Allez, on envoie la pub, s'il vous plaît. Merci. À Cavalère, le casino de jeux vous accueille et vous propose 107 machines à sous sur 2 niveaux. Un salon de jeux traditionnel avec roulette anglaise, blackjack, poker et Texas Hold'em. La terrasse plein air satisfera les fumeurs. Le casino de jeux de Cavalère, c'est aussi son restaurant avec une carte brasserie et l'entrée sans carte d'identité. Sans oublier les dîners chauds, les ambiances musicales et le traditionnel loto avec repas. Devenez ambassadeur du casino de Cavalère avec la carte et bénéficiez de nombreux avantages. Le casino de Cavalère, c'est sur le port de Cavalère au 04 94 01 92 40. Générique ? Ah, le générique de fin n'est pas parti. C'est pas grave. Ah ben, bien, merci d'être restés avec nous, chers amis téléspectateurs. Voilà, tout se passe bien. On est en train d'avoir des discussions très intéressantes. On découvre des choses. Sous le mot exposition se cachent plein de choses, comme Jean-Jacques nous l'a expliqué à l'instant. Alors, Vincent n'a pas fini de poser des questions, je pense. Il y a encore une question qui a été posée hors antenne tout à l'heure. Existe-t-il des expositions spécifiques et plus particulièrement consacrées à certaines races? Ah oui. Bon, alors, comme je le disais un petit peu hors antenne, effectivement, la Société Centrale Canine gère à la fois une organisation verticale, qu'on va appeler, c'est-à-dire que chaque race importante a son club de race spécifique. D'accord. Et donc, c'est ce club qui va définir un certain nombre de règles et qui peut organiser, et beaucoup le font, qui peut organiser des manifestations spécifiques. Ça s'appelle des régionales d'élevage ou des nationales d'élevage, c'est-à-dire que les meilleurs sujets d'une race se regroupent en France pour concourir lors de la nationale d'élevage. Et quand ça se passe, par exemple, sur notre territoire de l'Académie Côte d'Azur, une nationale, une régionale, le club nous demande de l'autorisation, et évidemment on la donne, sauf si ça tombe en même temps qu'un événement qu'on fait nous, pour éviter de se marcher sur les pieds, mais on s'arrange toujours pour trouver une date qui corresponde aux besoins des deux. Et dans ces nationales d'élevage, quand même, ce qui est remarquable, c'est que vous avez, dans beaucoup de races, pas toutes, dommage, il y a ce qu'on appelle des groupes de reproduction. On parlait tout à l'heure de l'intérêt des expositions. Je dirais que l'intérêt absolu, il est là. C'est-à-dire que on fait défiler, par exemple, dans un stade. Moi, j'ai vu en Allemagne, en hébergement, 100 sujets d'un même étalon derrière le père qui remplissait le stade. Mais c'est comme une arrivée de Tour de France. Les gens applaudissent, tapent des pieds. Je veux dire, c'est impressionnant. Alors évidemment, tous les géniteurs n'ont pas la même chance d'être utilisés. Quelquefois, c'est plus que de la chance, c'est aussi des qualités que tout le monde reconnaît, qui font que tout le monde se bouscule pour y aller. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu le sommet de l'art de l'élevage que de regrouper justement pour évaluer une production. Et c'est vrai que si un chien montre un mauvais groupe de reproduction, évidemment, ça lui
casse un peu ça lui coupe un peu les jambes. Par contre, si le chien montre un super groupe, alors là, évidemment, tout le monde court encore plus pour aller l'utiliser, même s'il est en Allemagne pour l'hébergement. Mais il y a d'autres races françaises, comme par exemple le caniche, le berger des Pyrénées, le montagne des Pyrénées, qui font que les gens peuvent venir aussi dans les pays d'origine pour utiliser des étalons de grande qualité. Alors, une autre question me vient à l'esprit, pareil, dans la même ligne, donc, hein, puisque tu parlais du berger allemand et des races qui sont assez en vogue, chacun sait, sans même être spécialiste du chien, que certaines races présentent des problèmes sur le plan du mouvement, de l'ossature, notamment ce fameux problème de dysphagie qu'on rencontre de plus en plus chez des races où il n'y en avait pas avant. Ma question est la suivante, Jean-Jacques. Est-ce que, dans le cadre des expositions, ceci est contrôlé lorsqu'il s'agit de primer un chien, par exemple? Oui. Ou non? Alors, d'abord, globalement, sur les histoires de pathologie. Donc, il y a des programmes qui ont été initiés par des clubs de race, qui ont été les premiers à faire des trucs. Alors, évidemment, dans les clubs où ça ne se faisait pas, on ne savait pas qu'il y en avait. Hein. Surtout ça qui fait qu'on en voit plus. C'est comme la médiatisation de certains faits divers fait qu'aujourd'hui, évidemment, on sait tout. C'est ça. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, deuxièmement, la Société centrale canine a aussi mis sur pied un certain nombre de critères liés aux principales pathologies d'une race. Et dans certaines races, les chiens doivent obligatoirement, pour avoir, par exemple, la recommandation, pour avoir un certain niveau de reconnaissance, doivent subir un certain nombre d'examens. Ça peut être le cas, par exemple, pour certains chiens ont des problèmes de dysplasie, d'autres c'est des problèmes de coude. Il y a des chiens qui marchent un peu comme ça, d'autres qui marchent un peu comme ça. Et puis après, vous avez des fois des problèmes d'œil. Donc dans certaines races, ils font des fonds d'œil pour voir justement s'il n'y a pas une dégénérescence maculaire, bon, un peu comme pour les humains, pareil. Et puis d'autres, c'est carrément des réactions à certaines substances. Certaines races réagissent à l'ivermectine, qui est un antiparasitaire. Et donc, certains chiens sont morts. Donc, c'est pas grave en soi. Encore faut-il le savoir pour éviter de donner à ces chiens-là un produit à cette base-là, à cette molécule-là. J'ai dit non, je ne le dirai plus. J'ai entendu parler de ça, le berger d'Écosse, le berger australien. Mais ça, c'est. Alors, certains chiens, moi je connais surtout les bergers et les chiens du deuxième groupe, mais enfin aussi les chiens de compagnie. Il y en a aussi. Je veux dire que dans certains tout petits chiens qui sont à la limite du nanisme, il y a des problèmes de fontanelle qui ne sont pas fermés. Et donc, chaque club édicte des règles raisonnables sous le contrôle de la SCC pour endiguer au mieux ces problématiques, sans y arriver à 100%. Mais enfin, à un certain niveau de reproduction, certains porteurs sont écartés. On va remettre le son sur le plateau qu'on a baissé tout à l'heure pour le reportage, parce que de l'exposition à Vincent qui s'occupe, comment on pourrait dire, de comportement du chien et de comportement du maître. Hein, on devrait commencer par le comportement du maître. Et bien justement, nous avons découlé une petite rubrique, c'est notre nouvelle rubrique, chers amis. Et Vincent va la découvrir en même temps que nous, et vous pourrez la commenter à la suite de ça. Alors, c'est un piège. Allez, on envoie les aventures de Disney. Avec le son, s'il vous plaît, sur le plateau. C'est excellent de montrer que c'est pas bien. Oui. Alors, voilà. Alors, si je dois faire un commentaire là-dessus, bien sûr, et on ne répond pas dire, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Beaucoup savent que c'est pas bien de le faire. Par contre, très peu savent pourquoi c'est pas bien de le faire. L'important, c'est pas de dire à quelqu'un c'est bien ou c'est pas bien. L'important, à partir du moment où on va faire un minimum de pédagogie, c'est d'expliquer pourquoi c'est pas bien. Hein. Pourquoi c'est pas bien? C'est très simple. Il suffit simplement d'avoir bien présent l'esprit que le chien progresse dans ses connaissances et dans son besoin de se comporter par le biais des associations. Chaque fois qu'il va venir chercher une friandise à table et qu'on va lui donner, il y a deux phénomènes qui se passent. Sur le plan éducatif, d'une part, c'est pas bien
parce que bien, il va finir par ne plus vous ficher la paix, parce qu'il va faire l'association de quand on est à table, j'ai le droit d'y aller. Chacun sait que c'est quand même pas très rigolo. Et puis surtout, c'est pas bien sur le plan sanitaire. Hein. L'appareil digestif du chien n'est pas du tout conçu comme celui de l'homme. Hein. Le transit alimentaire ne dure pas du tout le même temps, c'est bien plus long. Et le transit final est encore plus long. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va apprendre aux chiens à grignoter à longueur de journée en faisant ça. Hein. Et que ferions-nous à un enfant qui nous demanderait un petit truc à manger ou un bonbon toutes les 5 minutes? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le chien, lorsqu'il vient chercher un petit bout de jambon à table, là, il vient chercher une récompense, un bonbon. Et alors, je suis surpris que personne ne m'interrompe pour me dire, mais pourtant, c'est bien ce qu'on fait quand on fait de l'éducation, par exemple, on donne des friandises aux chiens pour le faire comprendre. C'est là où il faut se souvenir que nous sommes là dans... on laisse parler l'expert. Comment? On laisse parler l'expert. Oui, non, mais c'est pas du tout, c'est mon quotidien. Donc, effectivement, je pense pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Et il faut faire le distinguo entre l'éducation de manière positive, qui va nous autoriser à récompenser un chien lorsqu'il fait quelque chose de bien pendant qu'il est à l'école. C'est ça. Et le côté complètement négatif qui consiste à apprendre au chien à lui apprendre des mauvaises habitudes. On sait que c'est pas bien, tu l'as dit. Mais alors, on fait quoi? On lui donne à manger quand, où et comment? Alors déjà, pour commencer, jamais à table. Alors là aussi, je vais rentrer dans mon rôle de comportementaliste à fond. Hein. Sans t'énerver. Sans m'énerver, bien entendu. Mais bien entendu. Pourquoi? Je me suis déjà énervé sur ça. Mais il y a de quoi, des fois. Jean-Jacques. Allez, on t'écoute. Alors, on lui donne sa gamelle. Le chien, non. N'oublions pas que nous avons des animaux face à nous. Nous avons des canidés qui ont un mode de communication et un processus de construction sur le plan de la hiérarchie qui est bien précis. Ce n'est pas nous qui allons leur faire. Il existe depuis des millénaires. À savoir que, notamment, le moment du nourrissage est quelque chose de capital qui permet à l'individu concerné de se situer sur le plan hiérarchique. Sachez que dans la nature, dans le vrai, un sujet qui constitue une meute ne mange jamais en même temps que le leader de la meute ou avant le leader de la meute. C'est toujours le leader qui mange en premier et toujours en présence des autres membres constituant la meute. Il ne faut pas essayer de comprendre ça au-delà de ce que notre intelligence complètement dépravée d'être humain nous permet d'analyser. Mais il faut simplement l'accepter, puisque c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Or, le fait, et c'est là où c'est important, Marc, le fait d'autoriser son chien à rester dans la pièce où l'on mange et de l'obliger à rester à sa place, c'est lui donner des éléments nécessaires qui vont lui permettre de se situer hiérarchiquement dans la meute, dans la cellule familiale. C'est très important. Donc tu es en train de me dire qu'il faut lui donner manger après. Il faut lui donner à manger après, bien sûr, et surtout pas pendant, et en plus de ça, a fortiori à table. Hein. D'accord. Le moment du repas doit manger est important. après vous, et après le maître. Je dirais même plus, il est presque important, beaucoup vont hurler, mais tant pis, je vais le dire, il est presque important que le chien soit dans la pièce où on mange. C'est comme ça que ça se passe dans la nature. Je le dis depuis des décennies, et je le répète, et je l'ai déjà dit dans cette émission. Si on veut se comprendre avec un animal, et avec un chien en particulier, il ne faut pas attendre que le chien comprenne le langage humain. Il faut que ce soit nous qui fassions l'effort de nous rapprocher de son mode de communication et de ses moyens de communication. Or ça, on entre en plein dans les moyens de communication. Dans les moyens de communication, il y a des clés. Bon, on ne va pas parler de ces clés, on en a déjà parlé par ailleurs et on en reparlera. Mais aujourd'hui, on peut dire que le nourrissage est un moment important. Alors, le nourrissage, on le fait lorsque le chien vit en chenille, en boxe, dans les vaches, c'est plus du tout pareil. Mais lorsqu'on parle du chien de monsieur, madame, tout le monde, qui vit à la maison, qui dort à la maison, qui est là, dans la cuisine en même temps. Après, il y a une autre solution, hein. On enferme le chien dans une pièce, point final, si on ne veut pas s'emmerder. Mais par contre, la dernière des choses à faire, c'est de lui donner à manger et de manger après lui, ou de lui donner à manger pendant qu'on mange. Ça, c'est très mauvais à tous les points de vue. Autre question, Disney, c'est un bébé. Elle a 10 mois. Oui. Maintenant, elle a pris l'habitude. Oui. Comment on peut faire? Alors, donne-moi la. C'est très simple, regarde. Comment on va rattraper cette bêtise? Le rapport des âges avec un enfant 10 mois, ça correspond grosso modo à l'enfant de 10 ans. Hein. Grosso modo. Hein.
Alors si un jour on en parlera, il ne faut pas faire le rapport des âges de 1 pour 7, comme beaucoup le disent, c'est complètement... C'est ce qu'on a toujours dit. En moyenne. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Mais évidemment, ça c'est va pas plus vrai au vite au début, début, c'est moins voilà. vrai, c'est encore pas vrai à la fin. C'est un préado. Il y a un plateau. Voilà, donc c'est un préado. Alors, que ferions-nous avec un enfant de 8, 9, 10 ans qui a pris de mauvaises habitudes? Eh bien, on peut toujours commencer à redresser, parce que dans ce domaine, Dieu merci, le chien est beaucoup moins récalcitrant que l'être humain. Ben oui, il est beaucoup plus facile de redresser un chien que de redresser un être humain. Croyez-en mon expérience, je vous le dis. Et oui, et c'est pour En principe, on a plus fréquenté de chiens on a plus eu à éduquer de chiens que d'êtres humains quand même. C'est pour ça que je dis ça. C'est vrai que si on a un enfant et que ça se passe pas bien, c'est 100% d'échec. Par contre, si vous avez 100 chiens, s'il y en a un qui se passe pas bien. On fait quoi, Vincent? C'est très simple. On change le fusil. Dans un premier temps, on ne va pas créer un interdit parce que le chien ne comprendrait plus. Et là, on mettrait le chien face à une injustice, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sentiment que le chien subit tout au long de sa vie sans pourtant jamais la comprendre. Donc on exclut cette solution et on enlève le chien de la pièce. On crée ce qu'on appelle une impossibilité. C'est le plus simple. Voilà. C'est encore le plus simple. Et puis on laisse passer le temps et on peut ensuite, reprend. de façon progressive, le faire rentrer à la fin du repas, par exemple, puis ne rien lui donner. Il n'y a plus rien, là, voilà, on est en train de débarrasser. Et puis voilà, progressivement. Et on ne peut pas apprendre quelque chose comme ça, de but en blanc. Tout doit être fait de façon progressive. De toute façon, pour les animaux, et pour les chiens en particulier, il est indispensable que c'est leur coin où ils sont tranquilles une partie de la journée. Donc après, c'est à vous organiser. C'est-à-dire, ça peut être la petite pièce d'à côté, le cellier, je sais pas. Mais à un moment donné, c'est bien que le chien soit au calme. S'il y a quelqu'un qui le sollicite en permanence, ça va l'épuiser, notamment un jeune chien. Et il n'est pas rare de voir des propriétaires de chiens en disant « Mon chien, il est malade ». Non, il n'est pas malade, il est épuisé. C'est tout. D'accord. Alors, il s'appelle Disney. Bon, Disney, t'as compris? Il va falloir faire attention maintenant. Tu ne manges plus à table. Vous inquiétez pas. Tout ce qu'il ne faut pas faire, Disney le fait. Donc, à chaque émission... ça nous réserve certaines surprises pour les prochaines. Voilà. À chaque émission, vous aurez le volet éducation avec les aventures de Disney. Vous verrez ce qu'il faut pas faire. On peut clore ce chapitre en disant une chose, Marc. Malheureusement, ce qui est toujours à l'origine de ce mauvais comportement du maître, c'est là où c'est difficile à gérer. C'est que c'est un amour débordant, mais mal approprié du chien. En l'aimant trop, on finit par mal l'aimer. Et en l'aimant mal, on ne rend pas service. On fait des bêtises. Voilà. Écoutez, on va arriver à presque à une heure. Mais enfin, c'est bien quand même d'avoir un animal à la maison, et un chien en particulier. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... qui est formateur pour beaucoup de gens, pour les jeunes enfants, et aussi qui tient une compagnie extraordinaire pour des vieux. À condition, pour des gens qui sont parlera. handicapés aussi, c'est extraordinaire. Bon, ça sera un peu le thème de la prochaine émission. On approche de Noël. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux gamins? On va lui offrir un chien, d'accord, et puis 6 mois après, le chien il est devenu gênant. Et voilà, donc on en parlera. J'ai un petit en tête. Le rôle de l'animal de compagnie et du chien en particulier dans le développement de l'équilibre, justement. Bien réfléchir. Le chien ou le cheval, c'est pas forcément quelque chose qui doit s'acheter comme un achat passion. C'est vrai qu'après, vous l'avez une réflexion pendant longtemps, et un chien aussi. Heureusement, ils vivent 13-14 ans en moyenne, et ça veut dire que vous engagez pour 13 ou 14 ans. Bon. Moins qu'avec un enfant, mais pas mal. Moins qu'avec un enfant, vous avez raison. Messieurs, Vincent, Jean-Jacques, je vous remercie infiniment d'être venus. On est arrivé au terme de cette émission. J'espère qu'on a rempli notre rôle. Je vais vite jeter un coup d'œil sur le chat, mais a priori, il n'y a plus de questions. Bon, on a eu pas mal donc déjà, voilà, ça va, oui, c'était une question pertinente, et puis voilà. Simplement préciser que, bien sûr, dans la région Midi-Côte d'Azur, comme le disait le président Mambelli, les clubs sont nombreux, les associations canides sont nombreuses, et il appartient à chacun de se mettre en rapport avec le club le plus proche de chez lui s'il a une question spécifique à poser. Bien sûr. Le président du club ou le responsable du club pourra toujours le mettre en relation avec la Midi-Côte d'Azur. Par ailleurs, il y a le site de la société canine Midi-Côte d'Azur. Puis même, les responsables du club ont aussi des compétences qui doivent leur permettre de répondre à une majorité des questions. Combien ça représente d'adhérents un petit peu nos clubs canins dans la Midi-Côte d'Azur On a environ un millier d'adhérents à la Midi-Côte d'Azur. Il doit y en avoir à peu près les 3/4 issus des clubs.
Oui, d'accord, les 3 quarts issus des clubs, d'accord. Voilà. Mais enfin, moi j'ai fait une statistique, hein, bien sûr, donc je pourrais te le dire c'est à la après. louche. Mais le nombre de membres des clubs canins, donc qui sont, moi que je considère chaque membre comme étant un cynophile, même s'il n'est pas forcément membre d'un club de race ou de la société canine régionale, à combien on peut l'estimer aujourd'hui? On a 75 clubs, tu me dis, dans le Midi-Côte d'Azur. Ouais, alors non, quand même, pour répondre d'abord, pour compléter la réponse par rapport au reste, là, il n'y a pas de dichotomie entre. C'est pas parce que quelqu'un est dans un club qu'il ne va pas aussi dans les expositions. Je veux dire qu'il y a des passerelles très importantes dans toutes les activités canines. Donc il ne faut surtout pas opposer telle population à telle population. Donc après, on a des gens en expo qu'on retrouve à la chasse et dans les clubs. Et donc voilà, c'est à partir de là que je dis ça. Combien on a de clubs? Alors il y a des clubs qui n'ont pas d'adhérents. Il y en a qui en ont 150. C'est vrai que là, c'est terrible. Nous, chaque année, on retire l'agrément à un club ou deux parce qu'ils n'ont pas d'adhérents. Alors, c'est un peu que ça. Donc en moyenne, oui, ça va faire 75. Oui, il doit y avoir 15 adhérents par club. Allez, on va dire 20 adhérents par club en moyenne. Oui, alors, ce qui fait 1500 adhérents à peu près. La moitié sont membres de la canine, c'est tout. Ça me choque et ça me chagrine un petit peu. D'ailleurs, ça me chagrine plus que ça me choque. Parce que, bon, on ne peut pas imposer, bien entendu, comme je te l'ai entendu dire une fois. Mais quand même, en tant que meuble, nous sommes sous tutelle de la société. Je parle là, si je peux me permettre, en tant que président de club, hein, pendant quelques minutes. Je suis sous la tutelle, le club de Roquebrune que je préside, et sous la tutelle de la société canine Midi-Côte d'Azur. Oui. Hein. À ce titre, la société canine me permet et m'autorise à organiser des concours officiels, à avoir une vie officielle au sein de la cynophilie. J'ai du mal à comprendre comment les membres de mon club ne peuvent pas être membres de cette société canine. Il y a même des présidents de clubs qui ne le sont pas. Alors. Enfin, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. C'est intéressant. Après, c'est sûr que si on avait l'armée et la police avec nous, peut-être que ça réglerait le problème. On ne va pas aller faire du porte-à-porte. Non, il suffit simplement d'un peu de volonté. Ben, je suis bien d'accord. Voilà, mais la volonté il y a de nombreux clubs chez nous. Il y a quelques clubs aujourd'hui qui intègrent dans leur constitution la carte. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, nous, les moyens de police pour imposer ce genre de choses. Voilà. Par contre, c'est vrai que oui, c'est une question de volonté de la part des les gens qui veulent adhérer sont les bienvenus. Je vais terminer. Je l'ai dit à d'autres moments. Tous les gens qui travaillent dans nos associations, et particulièrement dans nos clubs canins, sont des bénévoles à 100%. Oui. D'accord ? Partant de là, ce n'est pas outrancier que de leur demander de participer à la vie de la société canine régionale qui nous permet d'exister et d'avoir une existence cynophile officielle. Ce n'est pas du tout outrancier. Il ne faut pas voir toujours ce qu'une chose peut nous rapporter, il faut voir aussi ce qu'on peut apporter, justement. Eh bien, justement, on va le voir avec cette exposition canine qui va avoir lieu à Cavalère au mois de janvier, le 18 et le 19 janvier. Voilà. Eh bien, voilà, on donne rendez-vous à tout le monde. On y sera. Et ça donnera justement l'occasion à tout le monde de continuer à faire vivre cet événement et tous ces gens qui gravitent autour. Qui prend ses marques, qui prend ses marques année après année. C'est bien. Messieurs, encore merci. Passez une bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, cette émission est maintenant terminée. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine en décembre. On peut déjà donner la date. Alors on va presque la donner la date. On va la mettre sur Facebook, mais on va presque la donner. D'accord. Ça sera toujours un mercredi, ça sera toujours à 18h30. Mais il y a pas mal d'activités en fait, donc il se peut qu'on décale. Pour le mois de mais sinon, voilà, pour le mois de décembre. Mais sinon, ça sera un mercredi. Un dernier mot, Jean-Jacques? Non, merci. Merci. Vincent, merci. Simplement, je souhaite à tous les internautes une bonne fin de journée. Et puis une bonne soirée. Ouais. Et puis leur donne rendez-vous très très nombreux à notre prochaine émission. Allez, générique, merci. À la prochaine fois. Ha 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 ha!